Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. C'est pas pour me vanter, mais j'en ai plein le dos d'être pris pour un individu décérébré, sans mémoire, sans conscience du temps qui passe, incapable d'additionner 2 et 2 et de trouver 4. Parce que entre nous, ça fait combien de temps qu'on nous la sert, cette histoire des entreprises françaises pas assez compétitives? Ça fait combien de temps que le MEDEF exige du gouvernement des suppressions d'impôts, de charges, des aides à l'investissement, en ayant la plupart du temps gain de cause? Rappelez-vous le CICE ou le CIR, rappelez-vous l'IFA, cet impôt sur les sociétés supprimé par Sarkozy. Pierre Gattaz, le patron du MEDEF à cette époque, était le chantre de ces revendications visant à faire baisser, disait-il, le coût du travail. Il se pavanait même, Pierre Gattaz, avec ce petit badge épinglé à la veste de son costume, avec écrit dessus 1 million d'emplois qu'il se vantait de pouvoir créer si satisfaction lui était donnée. Satisfaction a été donnée. Pour le million, on attend toujours. Et pire, profitant de la crise du Covid-19, un certain nombre de grosses entreprises dégraissent en ce moment à tout va, afin, disent-elles, de rétablir leur marge de compétitivité. On y revient encore. Et cela malgré les aides massives résultant de la crise du Covid, s'ajoutant aux mesures de Sarkozy et de Hollande, toujours en place. Et c'est ainsi que General Electric prévoit 750 suppressions d'emplois en France, malgré la trentaine de millions reçus depuis 2015 et la distribution pendant cette même période de 80 milliards d'euros aux actionnaires. C'est Bridgestone qui s'apprête à fermer son site de fabrication de pneus de Béthune, malgré les 2 milliards de profits de l'an dernier et le 1,8 million d'euros touchés cette année au titre du CICE. Nokia, Sanofi, Auchan sont en train de faire la même chose pour un total de 5000 suppressions de postes. Chaque année, c'est 6% du PIB hexagonal qui est consacré au soutien des entreprises hors CICE. Malgré cela, l'usine Smart de Mulhouse va fermer, ce qui n'empêche pas Daimler, son propriétaire, d'avoir empoché en 2019 1 million d'euros des collectivités locales. Chaque année, c'est 20 milliards d'euros qui sont donnés aux entreprises sous forme de suppression d'impôts au titre du CICE. Et à titre de comparaison, les personnels hospitaliers demandaient l'an dernier 2 milliards pour régler le dysfonctionnement de l'hôpital. Chez Renault ou Air France, c'est près de 12 000 emplois qui pourraient ainsi être supprimés alors que l'État vient de garantir un prêt de 12 milliards d'euros à ces deux entreprises. Le pompon de cette course aux fermetures d'aubaines revenant à la famille Muliez, propriétaire d'Auchan, mais aussi d'Alinea, magasin de meubles, Alinea qu'ils viennent de déclarer en faillite, mais qu'ils vont pouvoir conserver et racheter tout en écrasant au passage une dette de 70 millions d'euros et en se débarrassant d'1 millier d'emplois au passage. Et tout cela par la grâce d'une disposition du gouvernement récente du 20 mai facilitant temporairement
temporairement, nous dit-on, la reprise d'une entreprise en faillite par son propre propriétaire. Rajoutez à cela la casse du secteur culturel, dont le gouvernement a l'air de se foutre comme de sa première lecture du Code du travail, et vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas besoin de se goinfrer de propos complotistes sur Internet concernant le port du masque ou l'arrivée du prochain vaccin anti-coronavirus pour se trouver des raisons de se mettre en colère. Allez tous dans la rue, et c'est pas encore cet automne que nos chaussures de marche vont rester dans le placard. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou saison 32, et c'est donc la première de cette saison magique. Je pense qu'on va bien rigoler entre émissions en direct, semi-confinées ou carrément confinées comme on a pu le faire pendant tout le mois de mars, avril et mai l'année dernière. Allez, ce soir on parle des débuts du surf sur la côte basque à la fin des années 50 avec Alain Gardinier, journaliste, qui vient d'écrire un article pour le magazine Surfer Journal de septembre, consacré donc à l'arrivée de la première planche de surf riding, comme on disait à l'époque. On parle également de cinéma avec la première chronique pelliculaire de la saison de notre bon professeur Thibault, rubrique Attention les yeux, et puis je recevrai Vincent Roca, jongleur de mots, et Wally, humoriste chantant, mais pas que, qui sont actuellement tous les soirs, depuis le début de la semaine, sur la scène du théâtre du Grand Rond à 21h avec le spectacle 150 kilos à deux. On vous en mettra bien un peu plus, mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Sonorité plutôt brute et électrique, rythmique monolithique et imperturbable, morceau ultra court, marqué d'un saut par le saut de l'urgence. Mais la musique de Photomatique, trio toulousain, et rentre dedans et renoue avec une période que d'aucuns s'ingénient à nous faire croire qu'elle n'existe plus. Celle où il suffisait de jouer 3 accords, de monter le son des amplis et d'éructer dans un micro pour être les rois du monde. On appelait ça le punk. Découvert au Ravelin en janvier 2019, c'était à l'époque d'avant. Photomatique ont depuis sorti un premier 45 tours vinyle fin juin dernier sur le label d'ici Pop Supérette. Photomatique, on écoute un de ces 2 morceaux sur un 45 tours vinyle. Celui-là s'appelle Bipolarity, c'est Caramel Mou, et c'est tant mieux. Technicolor, and there is
C'est bien d'entendre ça. Alain Gardinier, bonsoir. Venez à moi, venez. Bonsoir, bonsoir. Voilà, vous êtes donc en direct de campus. Je dis vous êtes parce qu'effectivement vous n'êtes pas dans ce petit studio et ça n'a rien à voir avec l'épidémie du Covid-19. Vous êtes du côté de Biarritz pour nous parler de surf. C'est pas souvent qu'on parle de surf dans cette émission. Pourtant nous sommes quelques-uns à aller régulièrement sur vos côtes pour aller tâter la vague. Et je vous ai demandé d'intervenir, Alain Gardinier, dans cette émission pour nous parler d'un article que vous avez fait publier, enfin que la revue Surfer Journal, la version française de ce magazine américain a publié cet été, où vous parlez d'un personnage important pour le surf français, Peter Viertel, et de l'arrivée de la première planche de surf en France. Vous pouvez un peu nous dire dans quel contexte cette planche est arrivée en France à la fin des années 50? Bien sûr, elle est arrivée en juillet 56, au début juillet 1956, parce que ce fameux Peter Viertel était un scénariste et il venait travailler ici dans la région, en fait à Pampelune, sur le film Le Soleil se lève aussi. Il était déjà venu à Biarritz l'année d'avant, il n'était pas surfeur lui. Il a vu que les vagues étaient jolies, et quand il a su qu'il venait avec Richard Zanuck, c'est-à-dire le fils du producteur Richard Zanuck qui avait 22 ans, il lui a conseillé d'emmener sa planche en lui disant écoute, on va rester là-bas, tu pourras surfer. C'est comme ça que cette première planche est arrivée. Donc elle est arrivée dans les soutes de l'avion qui a mené une partie de l'équipe pour le tournage de ce film l'année d'après. Non, mais en 1956, en juillet 1956. En fait, le film a été tourné au Mexique, mais certaines parties ont été tournées en juillet 56 pendant la Sainte Fermine à Pampelune, et pendant ce temps, la planche de surf est restée à l'hôtel du Palais, à la conciergerie, et pendant que Peter Viertel, Daryl Zanuck et Charles Zanuck et 2 caméramans étaient à Pampelune pour filmer des plans de coupe de la feria. Et puis ensuite, voilà. Et ensuite, ils sont allés essayer les vagues, et c'est là qu'un certain nombre de minots basques ont pu voir les évolutions de ces gens sur ces planches. Ça veut dire que quoi? Que le surf, à cette date, donc 56-57, n'existait pas du tout sur les Landes, sur la côte basque? Voilà, c'est ça. Alors, il y a eu des essais. Il y a des gens qui avaient vu, Jacques Hirod, par exemple, qui avait vu un extrait de film en 1952 où on voyait des jeunes militaires de Pearl Harbor qui étaient en train de s'amuser sur des planches. Et c'était, vous savez, il y avait à l'époque, il n'y avait pas de BFM TV ni d'e-télé. On allait au cinéma pour avoir les nouvelles. Ouais, parce qu'il y avait des bandes d'actualité qui ouvraient tous les films. C'est ça, il y en avait une de 1952 qui disait après Pearl Harbor, voilà, les Américains se remettent au loisir, les militaires. Donc ils les ont vus surfer, mais ils savaient pas du tout la taille de la planche, ils savaient pas qu'il y avait une dérive dessous, ils savaient absolument rien. Donc c'est évidemment pas Internet, rien. Donc c'était empirique, ils ont essayé, ils ont fait un peu n'importe quoi, jusqu'à cette planche de surf qui, celle-là, a ouvert un peu la voie, et à ce moment-là, elle a été copiée par plein de gens du coin qui ont compris que c'était comme ça, c'était une vraie planche de surf. Et c'est vrai qu'on peut dire que c'est à partir de là que débute l'industrie du surf sur la côte basque. Dans les petits minots dont je parlais tout à l'heure, bon, il y avait des gens comme Joël de Ronet, Jacques Roth, mais aussi Jean Morez qui va monter la première école de surf un peu plus tard. Il y a également Michel Barlan qui, avec Jacques Roth, va monter la première marque de surf du Pays Basque, les planches Barlan, qui existent toujours. Il va y avoir Georges Hennebut aussi, qui va être l'inventeur du leash, ce truc indispensable pour tout surfeur qui le lie à sa planche et qui lui permet de ne pas revenir systématiquement au bord pour récupérer sa planche quand il est tombé. C'est vrai que c'est le début de l'industrie du surf? Oui, mais enfin au début c'était juste des artisans. Pendant des années ça a été des artisans. Barlan Roth, il faisait 5-10 planches par an. Voilà, il y en a eu très très peu. Au début ça a été tout à fait empirique. Les gens faisaient pour eux. En 1957 ça a vraiment démarré parce que
Peter Wertel est revenu avec 3 nouvelles planches en balsa, et puis ils ont sorti celle-là un peu du placard où elle était. Donc il y a eu 4 planches l'été 57, et puis là tout le monde en a fait, parce que par exemple Bruno Reinhardt était menuisier, Jacques Hirotte était ébéniste, donc ils ont travaillé le bois, mais la véritable entreprise, effectivement, ça a été Barlan-Roth, et ensuite Barlan, qui continue encore aujourd'hui. Mais l'industrie, elle a démarré qu'à partir des années 80, fin des années 90-2000. Pendant 20-30 ans, ça a été quand même un truc d'artisan. Et ça veut dire que là aussi, dans les années 60-70, le surf est quelque chose qui reste un peu en retrait du monde du sport général, qui est aussi une marque de contre-culture, et qui fait que les spots n'étaient pas gavés comme ils peuvent l'être actuellement. Oui, mais en fait, les spots sont gavés. Enfin, il y a du monde, il y a moins de monde l'hiver. Hein. Je vous assure, l'hiver, on est tranquille. L'été, il y a plus de monde parce qu'il y a beaucoup de cours. Il y a effectivement une activité commerciale qui s'est installée autour, mais le surf reste quand même à part, reste une contre-culture. La fédération française de surf doit être une des fédérations les plus faibles en nombre d'adhérents en France, quoi. Je veux dire, ça reste quand même un sport très particulier. Ça doit être récupéré par la publicité, par tout ça. Ça reste le nombre de pratiquants n'est pas très élevé parce que il est aussi que sur les côtes. Donc on se focalise là-dessus, mais il y a du monde, bien sûr. Mais c'est pas encore un sport de masse, et je pense que ça le sera jamais. C'est trop difficile. C'est un sport où il faut beaucoup trop de temps, il faut vraiment se battre, et beaucoup de gens abandonnent avant. Et puis surtout parce qu'ils vivent pas sur la côte, quoi. Il faut en vouloir pour faire du surf. Votre article, au-delà de l'histoire de l'apparition de cette première planche, est aussi une façon pour vous de parler de ce personnage que vous avez rencontré, Pierre Wertel. Vous pouvez nous en dire 2 mots de ce scénariste hollywoodien? Eh bien, effectivement, moi en fait j'étais parti pour faire, comme j'écris des livres, j'étais parti pour faire sa biographie, et puis là en fait je me noie un peu parce que c'est très compliqué, et puis surtout j'ai pas d'éditeur pour l'instant, donc j'ai dit à mon ami Gipus de Surfer Journal, dis donc, j'ai fait la partie surf entre guillemets de sa vie, est-ce que tu la veux? Et il l'a publié. Voilà, c'était plutôt un agrément de copain, parce que moi à la base je voulais reconstituer sa vie, et je l'ai reconstitué. Ça a été un type incroyable, un émigré est-allemand qui s'est retrouvé aux États-Unis, puis qui est devenu à 18 ans, qui a écrit un roman, ensuite qui s'est engagé dans l'armée, qui a eu la croix de bronze parce qu'il a été espion à la frontière allemande, puisqu'il parlait allemand. Ensuite, il a amené le surf, il a été scénariste de parmi les plus grands films qui aient jamais tourné. Il a travaillé avec John Huston, avec Orson Welles, tout ça qui étaient ses amis. Il venait beaucoup sur la côte basque. Bref, c'est une vie absolument incroyable. Après, il est sorti avec plein d'actrices. Il s'est marié avec l'actrice Deborah Kerr. Enfin voilà, c'est un personnage absolument incroyable. Et effectivement, moi j'ai eu la chance de le rencontrer ici. Je l'avais rencontré à l'époque pour un livre que j'avais fait qui s'appelait Tonton Surfeur, et pour un documentaire, et donc je l'avais filmé, et c'était un type formidable. Oui, puisque les tontons surfeurs est le titre d'un bouquin paru il y a une quinzaine d'années aux éditions Atlantica, où vous racontez justement cette histoire des premiers pas du surf sur la côte basque et un peu moins sur la côte landaise, avec toute cette série de personnages, dont le plus connu au niveau national est sans doute Joël de Ronet, le frère de Arnaud de Ronet, le véliplanchiste, mais aussi le patron de la Cité des Sciences, à Paris. De l'ex-patron, oui. Maintenant, Joël, il a lâché ça il y a pas mal de temps. Il a pris la retraite. Voilà, et quand je raconte ça, oui, je dis, quand vous dites au moins les Landes, je raconte le début des Landes. Mais ça s'est passé après. Ça a été totalement un hasard. Ça a été un peu plus tard, ça a été 3-4 ans plus tard, et puis ensuite je raconte comment ça a démarré à la Cano et tout ça, mais c'était un petit peu plus tard. Le cœur, c'était vraiment à Biarritz. Mais effectivement, Joël de Ronet est un personnage important de tout ça, c'était un ami de Peter Wertel, et la différence de Joël de Ronet et des autres tontons surfeurs d'ici, c'est que les autres, quand le surf est arrivé en France, ils avaient tous environ 30-35 ans, ils étaient mariés, ils avaient un boulot, ils allaient surfer le dimanche après-midi, après la messe. Alors que Joël, il avait 18 ans, il était
était étudiant. Il venait passer ses vacances ici, ses vacances d'été, donc il avait 2 mois à être tranquille. Donc ça lui a permis effectivement de pouvoir surfer plus que les autres et de s'intéresser beaucoup plus aux phénomènes que les autres. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir joints par téléphone. Je rappelle simplement aux auditeurs que s'ils veulent vous lire, il y a ce numéro du Surfeur Journal, le 139e, celui d'août-septembre 2020, qui est encore chez tous les bons kiosquiers. Il y a également ce livre, Les Tontons Surfeurs, paru aux éditions Atlantica. Je pense qu'on doit pouvoir encore le trouver en librairie ou sur le net. Il y avait ce bouquin aussi que vous aviez écrit il y a 3-4 ans ou 5 ans sur Mickey Dora, une des légendes du surf américain, du surf californien, qui a passé aussi beaucoup de temps sur la côte basque et dans lequel vous racontez aussi des épisodes de cette vie assez trépidante du surf du Pays basque. Exactement. Alain Gardinier, merci de nous avoir téléphoné. À très bientôt. Mais avec plaisir. Ciao, ciao. Ciao. La farce de l'humanité, les rats de marée, les catastrophes du JT me font marrer. Pas touche à la mouche, au lapin, à l'oiseau, bébé kangourou, au petit doigt fragile. Je pleure des torrents à inonder le monde, de toutes les larmes de tous les crocodiles, toutes les larmes de tous les crocodiles, toutes les larmes. Qu'ils s'entretuent, qu'ils se battent, qu'elles soient dures ou molles. Les hommes ont la guerre au ventre et je rigole. Pas touche au canard ou au poisson volant, seigneur des forêts ou aux pigeons des villes. Je vis de mon cœur et je noie vos enfants sous toutes les larmes de tous les crocodiles, toutes les larmes de tous les crocodiles, toutes les larmes. Les injustices du monde, les pions et les pionnes, à la merci de l'immonde, je m'en tamponne. Pas touche au cloporte, au singe, à la limace, pingouin magnifique à son air débile. Je pleure tout mon saoul et je noie votre race sous toutes les larmes de tous les crocodiles, toutes les larmes de tous les crocodiles, toutes les larmes, toutes les larmes de tous les crocodiles, toutes les larmes, toutes les larmes, toutes les larmes de tous les crocodiles, toutes les larmes, toutes les larmes de tous les crocodiles, toutes les larmes. Toutes les larmes de tous les crocodiles, toutes les larmes de tous les crocodiles, toutes les larmes. Voilà, tous des crocodiles, extraits du dernier album de Humbert Humbert en quartet. L'album s'appelle Mémoire d'un enfant de 300 000 ans. Et donc pour cet album-là, Humbert Humbert s'est adjoint les services de 3 de ses petits camarades, Mathieu Wierchowski au violon, Laurent Paris à la batterie et Bruno Isarn à la guitare. Et effectivement, ça change quand même beaucoup de choses. Le reste du propos étant quand même
toujours le même, assez libertaire, assez noir, assez pessimiste, plein de poésie étonnante, urbaine, enfin un superbe album. Ember viendra nous en parler sans doute d'ici 15 jours, puisqu'il sera à Toulouse dans pas très longtemps, d'abord au Bijou, et puis il repassera, je pense, avec son quartet dans le cadre du festival des Tours de Chant. Voilà, jingle et on passe à la suite. Et la suite, c'est nos deux invités, Wally et Vincent Roca. D'un côté, un jongleur de mots, équilibriste et vertigineux, maniant la langue et la versification avec dextérité et précision, convoquant la poésie, le rire, la réflexion sur l'époque, dans des textes plutôt brillants de l'autre. Un barde un peu foutraque, dingue de chansons courtes, pratiquant un humour plutôt féroce et à l'occasion écrivant des chansons pas drôles mais subtilement nostalgiques. Ensemble, Vincent Roca et Wally, puisque c'est d'eux que je parle, sont sur la scène du théâtre du Grand Rond. Ils y sont depuis mardi dernier. Ils y seront jusqu'à demain soir, s'ils n'ont pas été jetés d'ici là, pour des spectacles, pour des concerts et des spectacles qui commencent à 21h. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Vincent Roca, justement, comment est né ce spectacle 150 kilos à deux? On vous en met un peu plus? Mais un jour, on nous a invités dans un spectacle en appartement. Ah oui. Et c'est un copain en commun qu'on a. Il nous a dit, vous faites une demi-heure chacun. Alors on s'est dit, oui, on va faire ça. Puis on s'est dit, mais c'est trop con, on est ensemble là. On se connaissait depuis un moment. On fréquentait les mêmes festivals, les mêmes lieux. Et on s'est dit, on va essayer de faire quelque chose, au moins de faire un quart d'heure en commun. Donc on s'est lancé c'est notre premier défi, on s'est lancé des thèmes, puis lui il devait écrire une chanson courte là-dessus, moi je devais faire un aphorisme. Voilà, on a fait ça. Et puis ça, je sais pas, on s'est senti tellement bien là, ça a bien fonctionné. On s'est dit, tiens, si on creusait la chose. Et voilà, pendant un an, dans des petites salles, on a commencé à bâtir cet objet un peu bizarre. On dit d'ailleurs que c'est pas un spectacle, c'est une rencontre. De deux potes et de deux gamins, quoi. Wally, des choses à rajouter? Non, mais je crois qu'il a résumé, quoi. C'est vrai, c'est une rencontre amicale, c'est Caussade contre Decazeville, quoi. Ah ouais, d'accord. C'est un derby, c'est plus qu'une rencontre, du coup. C'est un derby. Mais c'est pas contre, en fait, c'est avec, quoi. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait deux équipes qui jouaient ensemble, quoi. Ouais. C'est le principe presque de Jacquard, c'est-à-dire qu'il y en a un qui marque un but. Vu qu'il a marqué un but dans le foot, il fait passer le mec qui a marqué le but dans l'équipe adverse pour équilibrer. Ah ouais, d'accord. C'est un peu ça, en fait, je crois, ce spectacle. Un spectacle qui est fait donc de chassés-croisés, de performances en deux ou en solo. C'est selon, de défis et de chausses-trappes verbales, avec également pas mal de chansons. Le dénominateur commun pour le construire, ce répertoire, il a été facile à trouver? Je pense qu'en fait, on va dire que sur le papier, si on prend encore la métaphore sportive, sur le papier, Roca Wally, c'est pas gagné, quoi, c'est pas le PSG, quoi. Mais il y a deux univers différents et au-delà de ce qu'on peut renvoyer dans nos spectacles respectifs, à savoir Vincent, comme tu viens de le dire, en fait, tu vois, Jean-Philippe ou moi. Je crois que l'intérêt de cette rencontre, il était là, quoi. Donc je pense qu'on ne s'est même pas trop posé la question de savoir. Il n'y avait pas de, comment dire, on n'était pas en train d'écrire un spectacle. Finis tes phrases, Olivier. On n'était pas. Moi, je connais la fin, mais il faudrait inventer, pour moi, un métier que c'est finisseur de phrases. C'est ce que me disaient mes gamins. Papa, ça serait bien que tu termines tes phrases un jour. Et à la radio, c'est un peu embêtant parce qu'on la rate à la moitié. Mais c'est une forme jolie. L'ellipse, c'est pas mal aussi de temps en temps. Mais tout à fait. Mais il faut avoir quand même un début de la fin pour faire l'ellipse. Il faut avoir le début et un début de la fin. Je te remercie. Je me reconcentre. Donc effectivement, c'est vrai que Caussade, Vivier, 30-0. Très bien. Reprenez le ballon au vol, Vincent Roca. C'est vrai que vous êtes un manieur de mots, un jongleur de mots, même si votre premier métier a été prof de maths. Vous êtes vraiment un manieur de mots. Qu'est-ce que ça fait de tomber en face de quelqu'un pour qui l'univers, même s'il écrit des textes, est aussi la musique? Et c'est vrai que Wally est un bon musicien. Ah, c'est un très bon musicien, oui. Mais justement, tout nous sépare. Mais on a pris nos deux personnages
Et on les a théâtralisés, on les a accentués, on en a fait un couple de clowns, quoi. On est 2 clowns. Moi, je suis celui qui travaille un peu du chapeau. Lui, il a les pieds bien ancrés dans la terre. Et avec nos défis, le public adore ça parce que je passe toujours en premier, je réponds aux défis. Et lui, il arrive ensuite, il n'a encore rien dit. Déjà, les gens sont pliés à deux parce qu'ils disent mais comment il va s'en sortir? Et c'est ce décalage entre nous et en fait, on s'en sort très bien tous les deux et on a les... Voilà, on se met les gens dans la poche, chacun dans notre style. Et voilà, c'est un vrai bonheur. Et quand vous dites numéro de clown, c'est vrai que je me faisais la réflexion lorsque je suis venu vous voir mardi dernier qu'effectivement, il y avait l'Auguste et il y avait le clown blanc. Il y avait Laurel et il y avait Hardy. Et c'est vrai que c'est des rôles que vous êtes définis au départ et sur lesquels vous construisez vraiment ce spectacle. Voilà, le spectacle, c'est comme ça, même si on se fait le plaisir à un moment donné d'inverser les rôles. Oui. Voilà. Et celui qui est blanc, tout d'un coup, devient un Auguste. Voilà, parce qu'on n'aime pas les boîtes et on n'est jamais aussi bien qu'en dehors des boîtes, quoi. Justement, c'était aussi une façon pour vous d'aller chercher le public de l'autre et de vous montrer à un endroit où on ne vous attendait pas forcément. Vous, par exemple, jouer de la guitare et chanter des chansons, on ne vous attend pas forcément à ce rôle-là, surtout si on vous a suivi pendant 10 ans au Fou du Roi sur France Inter. C'est vrai, mais c'est la base de notre spectacle. On va se chercher là où on n'est pas, puis c'est ça qui est bien. Il y a des choses qu'on sait faire, si on les répète inlassablement, ça n'a plus aucun intérêt. L'intérêt qu'on a trouvé, le plaisir d'être ensemble, c'est que chacun titille l'autre dans des choses où il est plus fragile. C'est un musicien, Vincent. Je veux dire, non, mais il rigole à chaque fois, mais... Il connaît déjà le nom des accords qu'il fait, ce qui n'est pas mon cas. Oui, mais vous les faites bien quand même. Oui, non, mais je veux dire, il joue de la guitare, quoi. Enfin, après, il y a une pratique, c'est pas une pratique, on va dire, régulière, mais il joue, et il est capable de chanter des chansons, il connaît... C'est quelqu'un qui aime la chanson. Donc aussi, on se retrouve aussi là-dessus. C'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien le répertoire chanson française, que moi j'adore aussi. Donc des trucs, évidemment, sur Radio Campus, peut-être que les gens ne connaissent plus. Sans doute. Ça fait peut-être pas partie de la programmation majoritaire de cette radio. Des chanteurs analogiques. Exactement. À bande, je dirais. Donc ça, déjà, c'est aussi un point. Puis bon, on partage quand même j'allais dire une certaine bienveillance. Voilà, je crois que c'est aussi... Ça dépasse presque le spectacle. Oui, c'est vrai que c'est... Et on veille toujours à garder cette fraîcheur de la rencontre. Même si ça fait quelque temps qu'on le joue, c'est important de pouvoir toujours s'étonner. Quand même avec des trucs qu'on fait. Et puis des fois, il y a des choses qui arrivent comme ça. On se laisse quand même des marges un petit peu. On déborde dans les marges, quoi. En fait, je crois. Il y a un moment donné, il y a ça. Et puis, c'est du plaisir. C'est-à-dire que ce spectacle, on l'a joué quelques fois, mais... plus d'une centaine. Voilà, mais... Et puis, mais quand on se retrouve, là, ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas joué, on est content de se retrouver déjà. Je crois que c'est pareil pour la musique, enfin en tout cas la chanson, si on ne se comporte pas bien à table, on ne peut pas bien jouer sur scène. Je crois que c'est un peu ça, en fait. Et je crois que ça dépasse presque le fait de dire on va faire ça. Parce que c'est vrai que, bon, à un moment donné, il faut s'y mettre. Mais on n'a pas tellement procédé comme ça pour cette rencontre-là. C'est vrai que quand on vous connaît vos répertoires respectifs, on reconnaît des textes, on reconnaît des chansons sur ce spectacle-là que vous avez amené pour le construire. Oui. Des chansons courtes de Wally, elles datent pas toutes d'avant-hier, mais il y en a qui sont un peu plus vieilles. Pareil pour vos textes. Il y a des textes qui sont un peu anciens. On se dit que par contre, la dernière partie de votre spectacle, le duel, l'ajout de Tchatch, c'est peut-être quelque chose qui est nettement plus récent, où on vous voit très bien vous balancer des thèmes complètement cabantesque, comme disait notre vieux président décédé il n'y a pas très longtemps, qui a fini comme un papy en ayant commencé comme un vrai facho. Non, il faut quand même le rappeler ça aussi, que Chirac, c'était pas que le jeune papy, le vieux papy qui mangeait des pommes dans un bled paumé de la Corrèze, mais qu'il a été un vrai facho dans les années 70. Donc on vous voit très bien vous balancer des vannes par Internet. Ça veut dire qu'il y a aussi cette volonté d'écrire des choses ensemble pour ce spectacle-là? On l'a fait parce que c'est vrai qu'effectivement ce défi final qui est une espèce de battle, de défi, voilà, on se lance un thème, on
on le fait, on le fait encore de temps en temps, c'est-à-dire qu'on s'envoie des thèmes et puis on ne sait pas ce que l'autre va écrire, quoi. Donc c'est très intéressant parce que ça permet effectivement de rester en éveil donc là, voilà. Après, c'est vrai que l'idée de reprendre des choses qu'on avait déjà faites, Vincent, du texte, c'est aussi mettre en place, montrer qui on est, et puis après, comment tout ça va pouvoir se rencontrer, quoi. C'est la rencontre du troisième type, quoi. C'est comment tout ça va pouvoir se rencontrer, s'imbriquer. Et on a chacun amené notre matériel pour installer notre personnage, et après, ça c'est la première demi-heure, on va dire. Et après, pendant 3 bons quarts d'heure, on marie vraiment les deux univers. Bon, on a écrit des chansons pour ce spectacle, bien sûr. Réellement. On a écrit la joute finale. On avait peur, et c'est un peu le début du spectacle commence comme ça, on avait peur de faire effectivement ce qu'on nous avait demandé au début, c'est-à-dire une demi-heure chacun, et on alterne. Ouais. Mais on avait vraiment voulu marier nos univers, et c'est ça qui fonctionne très bien. C'est ça qui surprend les gens. Voilà, et c'est vrai qu'effectivement, il y a des fois, il y a des spectacles, on parle des fois de tempo dans des spectacles, en tout cas des moments, quoi, ou de dramaturgie pour des trucs un peu plus... Mais là, il y a une montée qui nous a un peu échappé, quoi. C'est-à-dire que des fois, il y a des trucs qui fonctionnent très bien comme ça, dans des moments un peu forts, on va dire, de spectacle. Là, on en parle de temps en temps. Moi, je suis toujours surpris, mais même encore aujourd'hui, de la montée. C'est-à-dire que ça monte tranquillement, sans qu'on l'ait trop réfléchi. Des fois, il y a des gens qui réfléchissent à ça. Et puis, il faut. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas. Hein. Mais là, vraiment, comme c'est parti d'une rencontre, moi, j'y tiens beaucoup à ça. Si on fait un deuxième opus, on verra. Peut-être qu'on procédera différemment. Mais en tout cas, il y a cette espèce, on va dire, de montée qu'on n'a même pas prévue, quoi. Hein, des fois, il y a des... ça le fait. Et là, pour le moment, c'est vrai que moi, je suis toujours un peu surpris de cette montée. Au début, on voit bien ce personnage, Vincent, avec ce beau texte, Michel, qui est vraiment d'entrée, met la barre assez haut quand même. Hein. Et puis, bon, évidemment, il y a un type qui arrive derrière et qui doit quand même faire un truc, et les gens se disent mais comment, quel est l'autre con là, comment il va s'en sortir, quoi. En fait c'est ça en fait, hein. Et puis voilà, on s'en sort toujours un petit peu, quoi. Enfin tout le monde s'en sort. Et puis moi ce que je retiens de ce spectacle, enfin de cette rencontre, c'est qu'on n'est pas dans un format aujourd'hui, on va dire, où oui, bon, l'Auguste et le clown blanc, effectivement, mais c'est tendre, quoi. Il n'y a pas de... Ouais. C'est ce qui est intéressant. Enfin, je crois que les gens aussi se retrouvent. Il n'y a pas une couverture sur scène, et on tire chacun de notre côté. Voilà. On se tire jamais la bourre. Ça, je pense que les gens apprécient plutôt. Il y a une bienveillance, tu as dit le mot, moi j'aime bien ça aussi. Et puis, il y a une admiration, enfin, de chacun, l'un pour l'autre. On n'insiste pas là-dessus, mais elle est dans l'œil, dans notre regard l'un sur l'autre, et les gens sentent ça aussi. C'est vrai que Vincent, moi, c'est un mec que j'écoutais, enfin, on se connaît depuis longtemps, mais que j'écoutais, et je suis toujours d'ailleurs encore, même aujourd'hui, il peut le faire, quand on bosse des trucs et tout, je me dis, mais quand même, c'est un mec qui a quand même écrit 800 chroniques, quoi, si je me trompe pas, non, mais ça à peu près. Oui, c'est à peu près ça, oui. 800 chroniques, et quand tu sais ce que c'est un peu écrire, et juste savoir un peu ce que c'est, tu dis, bon, ah ouais, quand même. Ouais. Bon, c'est juste ça. Enfin, et quand je dis ça, là, j'ai pas fini ma phrase, mais vous comprenez ce que je viens de dire. Oui, exactement. Mais ça doit être... bon, c'est vrai que je suis tarné, donc l'Aveyronais, je l'ai pratiqué. Hein. J'ai entendu parler de cette grande rivalité. Je l'ai pratiqué assez jeune, mais effectivement, vous parlez beaucoup en Aveyronais. Vincent Roca, justement, Wally a glissé 2 mots il y a 2 minutes. Donc, vous avez une carrière radiophonique, un peu comme Wally. Elle a été un peu plus courte, celle de Wally, mais je suppose assez intense. Wally, pendant 2 ans, je pense que vous avez fait des chroniques le matin. Non, je faisais rien. Moi, j'étais invité de temps en temps à Inter, mais ça a tellement marqué. Non, je parle pas Inter, je parle sur Europe 1. Ah non, un an et demi. Voilà, c'est ça. Non, je parle celle d'Europe 1. Ah, pardon. Oui, cette période-là. Ça m'est complètement sorti de la tête. Non, mais bon, il y en a qui vous ont gardé, qui ont gardé le son de votre voix dans l'oreille quand même. Mais c'est vrai que vous avez eu cette expérience-là. Vous nous direz dans 2 minutes comment vous en êtes parti. Vincent Roca, lui, a eu une carrière d'une grosse dizaine d'années dans les Fous du Roi, avec une chronique par semaine. Je lisais à cette époque, à un moment donné, que vous disiez qu'il fallait 2 jours à peu près pour écrire une chronique. C'est ça, oui. J'avais eu 1 par semaine les 2 dernières années, mais j'en ai eu 3 parfois. C'est énorme. Hein. Quel souvenir vous avez de vos expériences radiophoniques, et en quoi la radio a pu être un moment agréable, important pour vous, Vincent Roca?
Moi, je dirais que ça a été d'abord un moteur d'écriture. Hein, parce que quand tu dois écrire une chronique pour le lendemain ou le surlendemain, quoi qu'il arrive, il faut que tu l'écrives, hein, même si tu n'as aucune inspiration. Moi, j'ai eu quelques fois des réveils à 5h du matin, et il me fallait ma chronique pour 11h, et je n'avais pas écrit une ligne. Tu te fais des grosses frayeurs. Hein. Et je me suis dit, je vais faire comme les gamins, je vais dire que je suis malade, etc. Et en fait, j'ai jamais loupé une émission, donc il y a toujours quelque chose qui est sorti. Et heureusement, dans ce genre d'exercice, on a droit à l'erreur. Quoi. Tu peux faire une chronique qui est pas bonne. Tu reviens le lendemain. Ça marche dans les deux sens. Tu peux faire la plus belle chronique du monde, tu repars à zéro le lendemain. Hein, donc mais voilà, moi c'est un moteur d'écriture. Et puis voilà, c'est le plaisir de l'adrénaline d'être en direct. Ouais. Personne n'a lu ton texte. Tu es seul là. Tu as 2 millions de personnes à l'autre bout du fil. Tu en as 150 dans le studio. Mais qui te donnent souvent une très mauvaise idée de tout ce que tu as fait, parce que quelquefois ils hurlent de rire, puis à l'autre bout ça marche pas, et inversement. Enfin, voilà, et puis une bande de copains, parce que voilà, tu as d'autres chroniqueurs, voilà, oui, c'était l'époque des portes. Voilà, portes, il y a eu Carlier, Stéphane Guyon, François Morel. Oui. Ouais, c'était pas que les plus mauvais. C'est pas que les plus mauvais. Oui. Et Wally, l'expérience européenne ? Moi, ça a été vraiment un exercice, en fait. Je veux dire, j'ai été contacté pour faire des chansons courtes d'actu. Et moi, l'actu, c'est pas tellement mon truc, en fait, quoi. Vraiment. Bon, mais j'ai accepté comme un exercice, en fait, on va dire, voilà, on l'a fait. Ça m'a rapidement saoulé, quoi. Parce que, en fait, dans l'actu, on a souvent tous les mêmes idées. Et suivant que tu es à Canal+, ou à Europe 1 ou à France Inter, tu vas être plus ou moins respectable, en fait, quoi. Et je crois qu'il y a une hiérarchisation comme ça du bon goût sur pourtant la même souche d'une blague, quoi. Hein. Et puis c'est assez saoulant, en fait, à un moment donné, je trouve, de dire que Sarkozy est petit avec des talonnettes. Enfin, tu vois, on est quand même dans des trucs... Ce qui n'est pas une blague, c'est la réalité. Ah bon ? Ah merde. Je le voyais plus grand. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Bon, après, c'était... en plus, moi, à ce moment-là, j'avais branché un copain pour qu'il écrive, parce que moi, je me considère toujours pas comme un auteur, et parce que j'avais envie plutôt qu'il écrive, voilà. Et puis, petit à petit, comme on donnait des chansons anonymement, Madame Romanoff, puisque c'était elle qui dirigeait, prenait plutôt mes chansons. Moi, ça m'a fait un peu chier. Ça a été un problème, d'ailleurs, avec le copain avec qui j'écrivais, qui, lui, était un peu vexé. Et pourtant, ce qu'il écrivait, je pense, personnellement, était mieux que ce que je proposais. Mais en même temps, ça a été un bon exercice pendant 1 an et demi d'envoyer ces trucs toutes les semaines. Mais au bout d'un moment, c'est saoulant, quoi. Moi, je m'y suis pas retrouvé, voilà. Mais en même temps, ça a été pas mal, quoi, de faire ça. Pour vous, à ce moment-là, c'était aussi l'époque où vous sortiez un album sur une grosse major, et puis suite à votre départ d'Europe 1, et puis vous décidez de tout plaquer, de dire je peux aussi faire ça depuis chez moi, et c'est vrai que vous êtes, mais un peu aussi Vincent Rocca, vous êtes aussi ce prototype d'artiste qui à un moment donné disent on peut aussi faire les choses d'ailleurs, tourner sur des circuits chansons, sur les circuits cabarets, tenir notre vie d'artiste sans faire peut-être beaucoup de compromissions et en étant quand même à la maison. Parce que c'est ce que je crois qu'on faisait avant. C'est-à-dire qu'effectivement, après, il y a des caisses de résonance plutôt plus ou moins grandes, quoi. Vincent pour Inter, pendant des années, ça a été une belle caisse de résonance, et à juste titre, quoi. Hein, dans la qualité des spectacles qu'il a pu produire, dans tout ce qu'il a fait, donc tout va de pair. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi j'étais, avant d'être chez Universal ou tout ça, ou chez Boucherie, quoi, au début. Enfin, moi je suis monté à Paris avec Boucherie. Ben, je suis chanteur de Vicinal, quoi. Hein, je chante, tu vois, mais c'est vrai en plus. Après, d'un coup, moi j'ai toujours eu l'impression, on en a des fois parlé avec Vincent, moi j'ai toujours eu l'impression, à des moments, même quand j'ai fait un peu des trucs télé, un petit peu, de tourner un film, quoi. Je dis, un mec qui va débarquer, va dire, écoutez, on l'a refait, celle-là, vous êtes dans le truc, je sais pas, non mais tu vois, on en a parlé, Vincent, tu vois, t'as fait aussi pareil, quand on a fait les trucs de Sébastien, enfin moi j'en ai fait 2 fois le Grand Cabaret. Tu dis, un mec qui va se pointer à un moment donné, qui va dire, vous là, bon, vous sortez parce que c'est bon, on vous a. Tu vois, on est, à un moment donné, je pense que Vincent, on n'est pas à notre place. Enfin, moi en tout cas, je suis pas à ma place. Moi j'ai vécu ça, bon, j'ai fait une fois, c'était pas le Cabaret, on fait une émission de Patrick Sébastien, ça s'est très bien marché parce qu'on avait pris un bon texte.
Il m'a dit, vous revenez quand vous voulez. Il me rappelle la semaine d'après, mais ça a été le bide intégral. C'était une émission en direct, entre guillemets, parce que c'était dans les conditions du direct. Ils m'ont sucré, ils se sont dit entre eux, bon ça, on va le sucrer. Et j'ai senti, après mon passage, qu'il fallait trouver quelque chose pour me remplacer. Tout ça, mais je suis parti la queue entre les jambes, mais j'étais un naze de chez naze. Drôle d'expérience. Mais c'est-à-dire que je pense que on était avant d'avoir ces expériences, on va dire extra-conjugales, je dirais, on était quand même déjà dans quelque chose qui était presque l'artisanat comme on peut le faire aujourd'hui, en tout cas comme on l'a fait, c'est-à-dire qu'effectivement, je crois que dans ça il y a peut-être une notion de métier, c'est-à-dire qu'on fait un métier, c'est-à-dire que ce métier qu'on fait, c'est jouer, c'est écrire, c'est jouer. Alors qu'on joue dans un petit lieu, un moyen lieu, un grand lieu, c'est jouer. En fait, je crois que des fois, on oublie ça. Et des fois, dans ces processus là d'artistes là qui montent, il y a des fois il y a un truc qui dans la tête enclenche autre chose. C'est-à-dire qu'on fait plus des lieux parce que on le fait plus. Tu vois, je sais pas ce que tu en penses. Voilà. On va jouer dans un petit village en pleine campagne. Les gens ils viennent après, ils vous remercient avec des larmes dans les yeux. Mais comment ça se fait que vous veniez jusqu'à nous alors qu'on fait notre métier alors qu'on n'a même pas changé l'eau en vin quoi. Non d'ailleurs vaudrait mieux parce que vous arrivez quand même sur scène et apparemment il a l'air d'être très bon. Donc il ne faudrait pas qu'il se transforme en flotte. Justement, on parlait de spectacle et on en terminera là-dessus. La période actuelle de Covid, je disais qu'actuellement, en début d'émission, je disais que le milieu du spectacle avait l'air d'être complètement sacrifié. Bon, il y a bien 2 milliards qui vont être mis là-dedans, mais on sait déjà qu'il y en a... 400 000 juste, parce qu'il y a 1,4 million qui sont déjà sur 1,6 million, pardon, devant un ancien prof de 1,6 million moins 200 000. Voilà, 1,6 million sur la rénovation des bâtiments. C'est encore Stéphane Bern qui va récupérer ça. Votre ancien patron, Vincent Roca, vous pourriez peut-être y en parler. Comment ça se passe pour vous et comment vous voyez un peu cette situation assez dramatique pour le monde du spectacle? Je sais par exemple que Wally, il a eu 60 dates qui ont été annulées. Il dit il y en a 30 qui ont été repoussées, mais avant d'être reportées, elles sont annulées. Les gens ont oublié, c'est ça. C'est-à-dire qu'on oublie que d'abord les dates sont annulées. Alors c'est très révélateur aussi par exemple, concrètement, on en parlait l'autre soir, quand ces dates sont annulées, souvent dans des structures par exemple municipales, je crois que les mecs qui ont été le plus à la hauteur, c'est les assos. C'est-à-dire que les assos font œuvre de service public, on va dire même, tu vois, de service, et qui vont payer des contrats, ou en tout cas, on va s'arranger sur les coûts de plateau, parce que c'est très simple en fait. Quand des dates sont reportées, souvent dans les mairies, il y a ce qu'on appelle des directeurs de service, des directeurs généraux. L'intermittent est une variable ajustable, mais ça ne changera pas beaucoup. Bon, nous, il y a l'année blanche qui est rentrée en vigueur, effectivement. Il y a 110 000 intermittents à peu près en France. Donc ça veut dire que jusqu'au 31 août, tous les droits pour l'emploi ont été prorogés. Ça veut dire quand même au 31 août, quand les gens vont se pencher sur le dossier de chacun, il faudra quand même néanmoins avoir fait quelques heures. 507 au minimum. Mais... c'est vraiment un problématique pour plein de monde aujourd'hui. Je ne citerai pas, j'ai des copains chanteurs dans la chanson, mais c'est parce que la chanson c'est peut-être un peu plus critique, ou même dans d'autres secteurs, tous les secteurs sont critiques. Il y a des gens qui n'ont pas de boulot, qui avaient déjà pas trop de boulot avant, et ça s'accentue, c'est-à-dire qu'il y a comme un prétexte maintenant à ce que tu disais dans ton édito tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on se sert de ça aussi, alors que, par exemple, sur la saison qui était en cours, tout a été provisionné. Il y a des théâtres, il y a des scènes... Au CICE, là, combien de lieux ont reçu de l'argent pour faire ces programmations ? C'est annulé, ils ne redonnent pas l'argent, ils le gardent pour eux. Donc il y a un lieu où on devait programmer, ils nous ont payé, même s'ils ne l'ont pas joué, parce qu'ils avaient reçu l'argent. Donc ça c'est exceptionnel, ce qu'on discutait l'autre soir. On a fait un avenant au contrat, ça a été fait. Exactement. Mais pour combien ? C'est ça, ça veut dire que là il y a vraiment des réalités. Et moi, je ne suis pas loin de penser... un peu ce que tu disais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'on n'est pas en train de dézinguer, en fait, un secteur qui est pas rentable, quoi.
Ce qui est une très mauvaise, en plus, analyse économique, puisqu'on le sait qu'il est rentable, pas parce qu'il génère plein d'autres... Je dis ça, tu vois bien, je mets le guillemet derrière de tout ça. Et c'est-à-dire qu'en plus de tout ça, il y a aussi les intermittents de l'emploi dont parle Samuel Churin. C'est-à-dire qu'effectivement, autour de tout ça, il y a quand même 2 millions de gens qui sont dans l'événementiel, qui sont traiteurs, qui sont serveurs. Tout ça, ces gens-là, bon, ils n'ont pas le Pôle emploi, ils n'ont pas l'allocation Pôle emploi. Donc, il y a quand même un truc, et c'est vrai que les 2 milliards annoncés, quand tu décryptes un petit peu, il y a 400 000... Mais non, parce que c'est pareil, après, c'est très compliqué. C'est très compliqué, et en même temps... il y a quelque chose de dramatique qui est en train de se passer. Et je pense qu'on ne le voit pas encore, tellement. Et c'est très compliqué, et c'est aussi très simple, puisque je le disais aussi en début d'émission, on balance 20 milliards par an sur des baisses d'impôts pour les entreprises, les grosses entreprises françaises. Et ça dure depuis quand même 2015. Bon, enfin voilà, on va revenir à ce qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire que si vous voulez voir des spectacles artisanaux, vous l'avez compris, le spectacle vu par Vincent Roca et Wally, c'est plutôt du côté artisanal qu'il le joue, dans le bon sens du terme. Ça veut dire qu'effectivement, c'est des travailleurs du spectacle, de la musique et du texte. Le spectacle est absolument délicieux. Aphorisme. Alors, par contre, plein d'aphorismes, plein de jeux de mots, ça va très très vite. Vous avez intérêt à ne pas trop manger avant d'aller voir le spectacle, parce que si vous vous assoupissez pendant 5 minutes, c'est terminé. Vous passerez le reste de la soirée à essayer de rattraper le temps perdu. Et le temps perdu, dans ce cas-là, il se perd très très vite. Ça se passe ce soir à 21h et demain soir à 21h au Théâtre du Grand Rond. Pendant que je suis en train de faire l'article, Wally, je vous propose d'aller chercher votre guitare, puisque on va terminer cet entretien avec un morceau tiré de ce spectacle. Donc 150 kilos à nous deux, on va bien vous en mettre un peu plus ce soir et demain soir au Théâtre Grand Rond à 21h. Parmi les textes et les chansons que vous jouez dans ce spectacle, il y a ce morceau que j'ai trouvé assez délicieux, parce que d'abord je suis un amateur de cuisine asiatique, et parce que comme d'habitude il est très très bien écrit. Un hommage que vous avez voulu faire à une chanson de Gainsbourg. Le morceau s'appelle Les Deux Sous Chic, et je vous laisse le soin de nous chanter la transformation assez formidable de ce morceau. Wally à la guitare et au chant, Vincent Roca en face de lui au chant aussi, ce soir et demain soir au Théâtre du Grand Rond à 21h. Les deux sushis, c'est ne rien avaler du tout. Se dire que c'est de petits bouts, c'est des clous. Les deux sushis, c'est deux briques de riz qui bivouaquent, seuls dans le creux de l'estomac. Les deux sushis, ce sont de siamois encollés, qui comme des rats accolés font pitié. Les deux sushis, c'est la pâleur des lèvres qu'on n'aurait maquillé au poisson rougeton. Les deux sushis, c'est la honte, une paire de boulettes fragiles au bout de tes baguettes. Les deux sushis, c'est des crevettes et de l'amidon, du vent pour coureur de Japon, c'est bidon. Les deux sushis, ça fait pas grand-chose à manger. C'est du poisson même pas pané. C'est japonais. Les deux sushis, c'est du riz collant tout autour. Pour l'oncle Ben, c'est Pearl Harbor. Les deux sushis, c'est la fameuse sauce wasabi, piquante comme un harakiri. Ça te raidit. Les deux sushis,
c'est l'art du savoir découper, l'inverse du Tutsi rwandais, c'est japonais. Les deux Tutsi, Ah non. les deux sushis, ça fait plus geisha que sumo, plus crevette que baleineau. Les deux sushis, c'est naturel, bio, c'est dans le ton, c'est des algues et de l'amidon, sinon c'est bon. Les deux sushis, ce serait comme un rêve d'anguille, devant quoi tu roulerais tes billes. Tes billes. Voilà. Wally et Vincent Roca, vous pouvez le retrouver ce soir et demain soir au théâtre du Grand Rond à partir de 21h. Merci en tout cas, messieurs, d'être passés par Merci ce à petit vous. studio. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Mesdames, messieurs, Ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, vous... caramel, mou. Bon, je voudrais tout de suite rassurer les aficionados du professeur Thibault parce que je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y a des gens qui ne se branchent sur cette émission que vers 7h moins 10 parce qu'ils savent que traditionnellement c'est lui qui termine cette émission. Il est déjà 19h, mais nous allons prendre le temps d'écouter la chronique de Fred parce qu'après nous, il n'y a pas encore d'émission. On fera simplement la promesse de tenir les délais à partir de la semaine prochaine. Professeur Thibault, bonsoir. Bonsoir, petite fée de la FM. Ça fait du bien d'entendre ça quand même, ça fait du bien. Donc la dernière fois qu'on vous a vu dans cette émission, on vous avait laissé un peu colère, on vous avait carrément sucré votre chronique, vous nous avez fait un résumé de 1 minute 30. Alors par rapport à nos deux invités qu'il y avait ce soir, alors si eux ont travaillé dans le milieu professionnel justement où c'est un petit peu carré, croyez-moi qu'il y a un truc qui est beaucoup plus difficile, c'est d'arriver en fin d'émission avec la petite fée de la FM qui est Joka. Donc puisque j'ai connu une période où je préparais mes chroniques, justement, l'écriture était quelque chose de très 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 importante pour moi et je me suis aperçu qu'en fait je ne pouvais pas finaliser ce genre de choses, donc finalement au bout d'un moment je n'ai plus rien préparé. Voilà. Et je m'y attendais ce soir. Ah ouais, mais non, vous avez tout le temps que vous voulez. Ah non, je n'ai pas tout le temps que je veux, je vais pas tout le temps que je veux pas embêter surtout les gens, donc qu'est-ce que je pourrais faire Bon, j'ai pris quelques babioles ce matin avant de partir, donc travailler fièrement. Et au débeauté comme ça, je vais vous faire la chronique des films qu'il faut voir après 22h, parce que vous savez que les bars vont fermer après 22h. Ouais. Donc, voilà, des films pour voir après 22h. Voilà. Après qu'on aura beaucoup bu. Mais alors vraiment, beaucoup. Et on ne peut pas les voir à plus de 10, je le rappelle. Oh, si, non, dans le cadre familial, pas plus de 10. Ah bah écoutez, vous faites ce que vous voulez, hein, chacun fait ce qu'il veut. Hein, bon. Alors donc, écoutez, je la fais au débeauté. Hein, je vais peut-être d'ailleurs me tromper. Ça me rappelle une chronique donc sur une radio web concurrente que j'ai pu faire. Alors on y va, je vais essayer de classer vite fait au niveau des dates et tout. Alors écoutez, on va commencer par quoi on va commencer par un film de kung-fu. Oh putain. Vous aimez bien le kung-fu? Et ça faisait longtemps. Et alors, je pense que c'est un film dont j'ai déjà parlé, parce que je classe par pile chez moi des films que je préfère en fait. Je ne classe pas par réalisateur, etc. Ça ressemble à rien. Moi, je classe par film préféré. Les films que j'aime bien, les films que j'aime pas trop, les films que j'aime pas du tout, parce qu'il faut regarder les films qu'on n'aime pas du tout, c'est important. Donc là, j'ai pris dans ma pile préférée. Et qu'est-ce que je trouve? Ah, Les 7 Vampires d'Or. Oh. Alors ça, c'est formidable. Cool. Qu'est-ce que c'est que Les 7 Vampires d'Or? C'est un film produit par la Hammer Film en 1974, qui s'est associé avec la Shaw Brothers. Ah oui, donc Hong Kong et Londres. Voilà, Hong Kong et Londres. La Hammer Film, donc, qui réalisait beaucoup de films d'horreur gothiques avec Christopher Lee, Peter Cushing, etc. En 1974, ça ne va plus du tout. On se dit, qu'est-ce qui intéresse les jeunes? C'est le kung-fu. Eh bien, écoutez, on va mélanger kung-fu et horreur gothique. Et alors ça, c'est absolument formidable parce que pour moi, c'est un film total qui est absolument parfait. Pourquoi? Donc, comme je l'ai dit, il y a du kung-fu, il y a un vampire,
il y a des filles nues, et tout ça, ça se bat et tout, etc. Enfin, le bien, le mal, vous voyez, on est sur un truc un peu binaire comme ça et tout. Quand on sort du bar, c'est absolument parfait. On est bien, on a l'impression de faire quelque chose de bien, une bonne action pour la société. On se dit demain, on va se lever, on va être meilleur et tout, etc. Physiquement déjà, parce qu'on a envie de ressembler à ces combattants de kung-fu, et on a aussi un peu envie de ressembler à Dracula. Ah oui. Parce qu'il embarque la meuf. Exactement, voilà. parce que lui, il pécho ses Voilà. mères. Alors ça, c'est formidable, absolument formidable. C'est complètement décomplexé. C'est un film de Roy Ward Baker qui a fait des trucs beaucoup plus sérieux, dont un film d'ailleurs sur le naufrage du Titanic qui est absolument formidable, qui s'appelle Titanic, tout simplement. Mais celui-là s'appelle Les 7 vampires d'or. C'est anglais et Hong Kong. C'est absolument improbable, mais je vous jure, c'est absolument délicieux. En plus, on pourra le voir bientôt à la Cinémathèque en 35 mm. Ah, bah alors là, il faut venir. Ça, grand moment. Là, il faut venir. Donc voilà, ça... Donc, par contre, pas de pitch sur le film. Non, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte sur le film? Non, c'est Dracula. En fait, Dracula s'est exilé en Chine parce qu'à Londres, ça paye plus trop. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il vaut mieux partir en Chine. On est plus tranquille. Manque de peau en Chine. Il tombe dans un petit village. Eh ben, les gens vont se défendre. Il y a un petit côté 7 mercenaires. Vous avez les 7 vampires d'or. Voilà. Et puis voilà. Et donc, il y a une comment dire, une bande de frères en fait qui va décider de défendre ce village de pauvres cultivateurs d'ailleurs, parce qu'évidemment les vampires kidnappent toutes les femmes, ils ont bien raison. Et voilà pour le pitch. Voilà. On en a fini là. Je vous rassure, Dracula sera puni à la fin du film. J'espère bien. Eh ben oui, il ne faut pas partir se coucher, vous voyez, sur un truc, sur une note un peu... sinon le lendemain, effectivement, on n'a pas envie de ressembler... Un petit peu sordide. On va passer à quoi? Alors, on va passer à un truc absolument improbable. Je vous montre la jaquette. Alors, ça s'appelle The Amazing Mr. No Legs. Ah ben oui. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Pas de jambes. Alors pas de jambes. Alors ça a été vendu comme comme un faux James Bond avec un acteur qui n'avait pas de jambes, mais il avait réellement pas de jambes. C'est un ancien de la guerre de Corée en fait qui a pété sur une grenade. Et alors le pauvre gars, il avait plus de jambes et il s'est dit je vais faire du cinéma. Enfin il avait ouvert un club de kung-fu avant justement. Je suis très kung-fu ce soir. Et alors il avait développé une technique de combat donc pour les handicapés qui n'ont pas de jambes. Et c'est vrai, hein. Là on vous croit. Le gars s'appelait Ted Wollrat et donc il a fait ce film. Donc, enfin pas lui, c'est Rico Browning. Alors Rico Browning, c'est assez intéressant. C'était quelqu'un qui s'occupait des séquences sous-marines pour des James Bond. Ah ouais. Voyez-vous ça? Oui. Et donc là, bon, Opération Tonnerre. Voilà. Par alors exemple. il a fait ce truc improbable. Donc et alors quand je vous dis que c'est un faux James Bond, c'est pas tout à fait ça parce qu'en fait Ted Wollrat joue le méchant dans le film. Et alors il est sur un fauteuil roulant comme ça avec des gadgets justement la James Bond. C'est-à-dire que c'est pas la voiture de James Bond, c'est le fauteuil roulant, mais pareil, ça. Il a les lance-missiles. Alors ça c'est exactement ça. Donc il a des espèces de trucs de fléchettes là qui partent sur les côtés. Il a des lames là qui sortent les roues. Mais il sait, quand il n'a pas son fauteuil aussi, il sait se battre. Voilà. Et donc, alors ça, c'est hallucinant. C'est un film qui est complètement hallucinant parce que ce garçon, effectivement, n'a pas de jambes. Donc, on est tellement habitué aux effets spéciaux aujourd'hui qu'on a perdu ce rapport avec le corps. Vous voyez ce que je veux dire? On a complètement perdu le rapport avec le corps. Et quand on voit ce film-là aujourd'hui, qui était pas du tout impressionnant à l'époque, c'est un truc qui date là aussi, je crois, de 75, 76, on est au milieu des années 70. C'était complètement anecdotique. Et quand on voit ça aujourd'hui, alors là, par contre, c'est un film qui est vraiment pas terrible au niveau mise en scène et tout, etc. D'ailleurs, il y a la poursuite la plus longue de voitures que j'ai vue dans l'histoire du cinéma. C'est interminable. Et puis, on voit que les gens roulent à 30 à l'heure, comme ça et tout. Et alors, quand vous sortez du bar, genre à 22h, là, vous avez fini, vous arrivez chez vous, c'est 23 et tout, etc. Là, vous êtes calmé, c'est la grosse descente et tout. C'est affreux. C'est affreux, vous transpirez, vous vous dites le cinéma c'est vraiment pas bien pour les gens et tout, mais encore une fois il faut voir des films vraiment pas bien. Et ceci dit non, pour revenir à quelque chose de plus sérieux, c'est super intéressant donc justement ce rapport avec le corps, ce truc où il y a du non-effet spécial quelque part, où on est complètement atomisé en fait par les performances physiques du personnage, voilà, Mr. No Legs. Alors ça j'en suis assez fier, c'est un Blu-ray, il y a très peu d'exemplaires et oui, alors, vous en êtes
être très fier, mais comment vous voulez qu'on le voie? Écoutez, de manière illégale. Ça existe encore. Mais oui, heureusement, c'est toujours possible. En tout cas, c'est peut-être mon préféré de la section. Et pourtant, c'est le plus chiant. On va passer à quoi? Allez, on va passer à un truc. Alors là aussi, je ne sais que dire sur ce film. On va parler de Boom. Vous connaissez Boom? Ah non. Pas du tout. Je connais la Boom, mais pas Boom. Et alors, si je vous dis Elizabeth Taylor et Richard Burton. Ah oui. Et si je vous dis Joseph Losey. Ah ben oui. Et si je vous dis Tennessee Williams. Ah ben oui, la chatte sur un toit brûlant. Eh ben voilà, le grand dramaturge Tennessee Williams que j'adore, que je porte au nu. Alors il y a eu une espèce de rencontre improbable certainement un an avant la réalisation du film, là qui date de 68. Joseph Losey et Tennessee Williams, qui se connaissaient déjà très bien, donc se sont rencontrés. Et c'est un des rares scénarios originaux pour le cinéma de Tennessee Williams. Et alors là, je dois dire qu'on s'attend à quelque chose d'absolument merveilleux. Et alors là, par contre, je peux vous dire le pitch. C'est sur une île, dans la Méditerranée. Donc, Elizabeth Taylor joue une actrice déchue. Un petit peu comme ça, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Alors, elle a un petit peu des tenues extravagantes, voilà. Comme peut-être, voilà. Et soudain arrive Richard Burton. Alors, Richard Burton est censé interpréter la mort. Et là, on se dit, ah merde. Mais où ça va? Et en fait, ça ne va nulle part. Et alors, c'est absolument hallucinant. On a une espèce de suite de scènes comme ça entre Burton et Taylor. Et croyez-moi, ça ne devait pas sucer que les glaçons. Et on a un film qui passe complètement hors contrôle. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne comprend plus rien. On ne sait plus si on est dans le théâtre, on ne sait plus si on est dans le cinéma. On est dans cette chose un petit peu comme ça, minimaliste, parce que c'est une maison un petit peu art déco, comme ça, d'architectes. Je pense qu'ils ont bien dû s'amuser pendant le tournage, mais pour le spectateur, on reste face à quelque chose de très, très obscur. Et alors, chercher là, un petit peu, là, j'avais déjà cherché sur ce film, et pour Tennessee Williams et pour Joseph Losey, ce film parle de la décadence européenne. Alors, il aurait peut-être dû être fait maintenant, je ne sais pas, mais je pense qu'en tout cas, ils ont raté le coche. Enfin, il faut voir les coiffures de la Taylor, là, comme je l'appelle, ou les chapeaux. Elle a une espèce de chapeau à un moment donné, comme avec des serpents comme ça, lumineux, qui s'échappent comme ça de sa tête. C'est invraisemblable. On dirait le bonnet de bain de ma mère quand elle allait à la plage dans les années 70. Et alors, c'est quelque chose de totalement invraisemblable, mais qui est fascinant. Et je vous garantis, on ne comprend rien du début jusqu'à la fin. Je vous le garantis. Je défie quiconque de m'expliquer ce film. C'est un grand réalisateur qui a fait ça. Ce sont des grands acteurs qui jouent dedans. Et un grand scénariste. Oui. Et il y a un scénariste absolument magnifique. Comme quoi, même quand tout est réuni devant le berceau, arrivera quand même un monstre. Exactement, ça s'appelle Boom, c'est une anomalie dans l'industrie, si vous voulez. Il y a une industrie du cinéma et l'industrie est capable de produire des anomalies. Boom en est une. Mais voilà, une absolument magnifique. Bon, comment vous le justifiez pour les gens qui rentrent à 22h après avoir passé le début de soirée au bar? Vous faites une soirée décadente. Ah oui, d'accord. C'est complètement décadent. Très bien, voilà. Si vous rentrez un petit peu alcoolisé comme ça, après 22h, alors à la fois c'est pas très tard, vous regardez Boom, vous êtes complètement décadent. Bon, très bien. Ça, vous êtes proche là d'un dandisme comme ça, un petit peu intello, et vous liquéfiez littéralement, quoi. Parfait. C'est formidable. Parfait. Allez, on termine par. Écoutez, on va terminer par Super Nichon contre Mafia. Enfin, on passe aux choses sérieuses. Dont j'avais déjà parlé, j'en ai parlé plusieurs fois d'ailleurs, de longuement dans ces chroniques Caramel Mou. Là aussi, une chose improbable, un faux James Bond, encore une fois, comme quoi quand même tout se recoupe finalement dans cette chronique. C'est assez bizarre. Alors là, j'ai un Blu-ray où il y a 3 titres, mais voilà, mon préféré, c'est vraiment Double Agent 73. Ça, c'est le titre, c'est Double Agent 73. Et donc, en français, ça s'appelle Super Nichon contre Mafia. Alors ça, c'est formidable. Et là, on a un James Bond au féminin qui est joué donc par une stripteaseuse polonaise qui s'appelait Linda Kozlowski.
de son vrai nom. Et son nom de scène, donc, c'est Chesty Morgan. Donc, alors, c'est dommage qu'on n'ait pas l'image, mais je vous laisse admirer la jaquette, enfin, avec des seins absolument... monstrueux. Monstrueux. Ouais. Monstrueux. Et alors, il y a un truc, il y a une espèce de gimmick dans le film qui est formidable, c'est qu'elle a... je sais pas comment dire, un appareil photo dissimulé sous un sein. Ah ouais. Oh ouais. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, évidemment, les espions, ils photographient des trucs secrets et tout, donc elle est obligée toujours de s'approcher d'un plan et elle lève un sein. Et là, on entend clac. Le bruit d'un appareil photo. Alors, on peut rester comme ça. Alors, on se dit déjà, on a droit à une chose complètement bizarre. Mais ce qu'il y a de plus bizarre dans le film, alors ce n'est pas Chesty Morgan, je vous passe l'intrigue, classique, d'espions qui vont sauver le monde. Voilà, qui vont sauver le monde et tout, etc. Vous vous doutez bien sûr que ça a coûté très très peu d'argent, qu'on n'a pas droit à des poursuites de voitures phénoménales, mais on s'y amuse beaucoup. Mais le truc le plus bizarre et quelque part le plus inquiétant, moi c'est une cinéaste qui a fait le film que j'aime beaucoup. C'est une des rares cinéastes qui est œuvrée dans le milieu du cinéma d'exploitation des années 70. Vous savez, c'était quelque chose quand même dirigé par les hommes et tout, etc. Cette jeune fille donc s'appelait Doris Wishman. Et alors qu'il y avait une particularité, c'est de ne pas filmer l'action, c'est-à-dire de se décaler. C'est-à-dire dans les films de Doris Wishman, vous allez avoir une bagarre. Donc vous allez voir 2 coups de poing partir, et puis vous avez un plan de coupe sur un bibelot sur une étagère. C'est véridique, hein. Je vous mens pas. Je ne vous mens pas, ça c'est véridique. Pour une fois, je n'exagère pas. Donc vous allez voir un petit bibelot en porcelaine comme ça, et vous entendez les bruits de la bagarre. Voilà. On en parlait tout à l'heure avec Wally. C'est ça l'ellipse. Et vous voyez pas la bagarre. Et donc... Je sais pas, c'est une, j'allais dire, on est à côté, mais c'est presque une bulle comme ça. C'est pas qu'on est à côté, c'est vraiment des bulles comme ça, très très à part. On a l'impression de ne pas comprendre ce qui se passe parce que finalement ça détruit un petit peu tous les codes auxquels on est habitué. Et finalement, moi je trouve ça très punk, voilà, de se retrouver face à des choses. En fait, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'elle fait, mais pourquoi, je comprends pas. Et en fait, ça vous tient éveillé. Ça revient sur la bagarre à la fin ou pas? Oui, mais alors ça revient et on a par exemple la personne qui est par terre, par exemple. Ouais. Et alors Chesty Morgan a gagné. Voilà. Mais il y a une scène d'étouffage avec des seins. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça aussi. Et alors, si aujourd'hui vous faites ça, oui, ça j'imagine. Enfin, je veux dire, même sur une quelconque plateforme, j'ose même pas parler de la salle, vous partez en prison. Vous partez en prison, c'est sûr. Donc voilà. Allez, c'était les films d'après 22 heures. Ça pourra peut-être inspirer d'autres titres à nos auditeurs. Quand j'étais ado, je regardais le cinéma de minuit. Je commence à devenir un peu plus vieux. J'ai perdu 2 heures. Voilà. Allez, les films de 22 heures de Frédéric Professeur Thibault que l'on retrouve maintenant, qu'on continuera à retrouver régulièrement dans cette 32e saison de Caramel Mou. Merci beaucoup, musique. Et on termine bientôt l'émission. Musique, normalement, on doit écouter Petit Bureau. Et pourquoi non? Parce que... Non, on peut y aller. J'ai l'autorisation. Vous avez l'autorisation de Chesty Morgan. Exactement. Et juste avant de caler l'album, on va peut-être parler également de concerts du soir, par exemple, ce soir. Ce soir, au Bijou, le nouveau spectacle de Manu Gallure, un trio plutôt atypique cette fois, puisqu'on y retrouve Lorenzo Naccarato au piano, un piano préparé, et Patrice Comon, un bricoleur inventif. Manu Gallure joue lui aussi du piano pour un répertoire qui se fait l'écho de son périple pédestre de 2 ans à travers l'Hexagone. Une merveille, ce spectacle. Je suis allé le voir mardi dernier et donc à voir ce soir une dernière fois à 21h30 au Bijou. À 20h, espace au coin de l'amour. Oui, ça existe ça, l'espace au coin de l'amour. C'est un lieu qui est dédié au bien-être comme il se fait de nos jours, un endroit où on
on peut se faire masser, il y a des coachs santé, des choses comme ça. Et de temps en temps, ils font de la musique. Et ce soir, il y a Fanny Rose. Fanny Rose, une chanteuse qu'on adore ici. Fanny Rose qui chantera ses chansons en s'accompagnant à la harpe. Donc, vous voulez dire qu'on est allongé à poil, en fait, sur un tatami et qu'on écoute de la musique? On n'est pas dans un des films que vous affectionnez, professeur Thibault. On est là dans la réalité. Donc, une chanteuse qui chantera ses chansons accompagnée par une harpe. L'espace au coin de l'Amour, ça se trouve rue de l'Amour, et c'est du côté de la caserne Pérignon. À la Candela ce soir, on retrouve un groupe de filles, Nuit Blanche, ça c'est le nom du groupe, pour une musique plutôt électro et poétique, à partir de 20h, et c'est Tulipe qui sonorisera ce concert. C'est pour ça que ce soir elle n'est pas parmi nous. Et ce soir au Moulin de Rock sur Garonne à 20h30, on pourra assister au retour de Mister Trio. Mister Trio qui maintenant sont un quartet dont le nom complet du groupe c'est Mister Trio Quartet. Allez y comprendre quelque chose. Enfin, ils sont de nouveau là avec un nouveau spectacle et un nouvel album à venir. Ça se passe au Moulin de la Roque à 20h30. Et puis n'oubliez pas que demain pendant toute la journée c'est le Disquaire Days, dans tous les bons disquaires de la ville, même les mauvais. L'occasion d'aller chercher des petites trouvailles, des pépites. Il y a du Tuche Records. C'est comme ça qu'on dit, professeur Thibault? Alors c'est du ch'tu. C'est du ch'tu. Il me semblait bien que j'allais oublier quelques lettres. Du ch'tu trio, du ch'tu Records. Donc qui ont sorti l'album de Jérôme Sage il n'y a pas très longtemps, qui viennent de sortir l'album de Petit Bureau, duo absolument formidable, que l'on pourra peut-être écouter en fin d'émission si Marco Lazzaro arrive à nous le caler. Et donc demain c'est le Disquaire Day, du ch'tu Records. Ils seront à Croque Vinyle, le disquaire de la rue des Lois, mais chez tous les disquaires de la ville, il y aura des opérations comme ça qui se feront un peu les vecteurs du vinyle, puisque c'est quand même le vinyle qui est au centre de ce jour. Et puis à la Cinémathèque, pendant tout le week-end, vous aurez droit à la 21e édition du festival Peuple et Musique du Monde. Et il y a des choses très très bien. Oui, Fred? Non. Alors malheureusement là, c'est annulé. Non, c'est pas du tout annulé. C'est juste vous saviez, il y avait un petit espace donc restauration. Oui. Voilà, qui devait se tenir, et donc aux dernières nouvelles qui étaient ce matin. Donc malheureusement, a priori, il pourra pas y avoir. On ne pourra pas y manger. Alors je sais pas comment. Après peut-être qu'ils se sont débrouillés en cours de journée pour essayer de aménager la chèvre et le chou pour essayer de justement de faire quelque chose. Mais voilà, c'est très 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 compliqué. Oui, mais enfin comme de toute façon ce festival-là, cinéma et musique du monde, c'est surtout une occasion de voir des films parlant de musique. On pourra quand même les voir et c'est quand même le plus important. Donc voilà, 21e édition de ce festival-là à la Cinémathèque. Donc on va peut-être s'arrêter là. Marc Lazzaro, est-ce qu'on peut écouter le dernier morceau et après on arrête? Le dernier morceau étant extrait du dernier album de Petit Bureau, duo assez fantastique, deux filles, une à la batterie, l'autre à la basse et au clavier. Elles chantent toutes les deux Petit Bureau, dont sur le label toulousain du ch'tu Records. Living
have shrimp and ginger, and drink a coffee under trees and sun. No noise here, just drama. And drink a coffee under trees and sun. No noise here, just drama. We will meet again in another place. We can have shrimp and ginger. We will meet again in another place. Cooking up shrimp and ginger. We read each other's face like we're reading a map. We read each other's faces like we're reading a map. We read each other's faces like we're reading a map. We read each other's face like we're reading a map. We read each other's face like we're reading a map. We read each other's face like we're reading a map. We read each other's face like we're reading a map. We read each other's face like we're reading a map. Voilà, Petit Bureau, extrait donc de leur tout premier album paru sur le label Dusty Records. L'album s'appelle Res et vous pourrez vous le procurer demain donc à Croque Vinyl, puisque dans le cadre du disque RD, Dusty Records occupera le sous-sol de ce magasin pour y présenter leur production. Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse, avec plein d'autres invités. Salut les filles. Caramel!